Ça va bien? Good. Bien mangé? Parfait. Je suis venu vous parler, en fait, mon rôle, on m'en a donné deux. Je suis venu vous parler d'intelligence artificielle, rôle numéro un, rôle numéro deux. Shaker un peu tout le monde après le dîner, c'est souvent ça. Je suis venu vous parler d'un sujet qui probablement est très familier, au moins le nom pour tout le monde. Il a fallu vivre en dessous d'une roche pour les 5 dernières années, là, pour ne pas avoir entendu à quelque part sur votre LinkedIn intelligence artificielle ou dans les nouvelles, etc. Je suis venu faire trois choses avec vous très concrètement là, dans les 40 quelques minutes qu'on va avoir ensemble. La première chose que je veux faire avec vous, c'est vous montrer aujourd'hui on en est rendu où concrètement avec l'intelligence artificielle. Je suis venu mettre tout le monde ce matin sur le même niveau. Parce que je parlais avec certains de vos collègues à ma table tout à l'heure, puis on avait sur la même table des gens qui n'ont jamais utilisé l'intelligence artificielle de leur vie, puis d'autres qui l'utilisent pour les devoirs de leurs enfants, pour les aider à tous les jours. Je ne sais pas s'il y a des parents dans la place. Peut-être que vos enfants utilisent déjà ChatGPT, peut-être même plus que vous. L'objectif, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qui est possible de faire? Puis vous inspirer. Deuxième objectif, vous donner des exemples vraiment concrets de comment c'est utilisé au quotidien en maintenance industrielle. Fait que pas de flafla, là. Okay? La deuxième section, ça va être vraiment des entreprises québécoises et d'ailleurs qui utilisent l'IA pour optimiser, pour améliorer leur productivité, pour optimiser leur temps, pour réduire la maintenance de leurs actifs, etc., etc. Et la troisième et dernière chose, ça c'est la nouveauté cette année. J'ai la chance d'être venu ici à quelques reprises. Puis je donne toujours des exemples chocs d'intelligence artificielle, mais on me demande toujours, OK, mais comment est-ce qu'on priorise notre premier projet en AI? Parce qu'il y en a plein que vous pourriez faire. Vous êtes bombardé d'idées, de nouvelles, d'entreprises qui ont fait X, Y, Z, mais par où partir? C'est la première question que vous devriez vous poser. Puis souvent, les entreprises ne savent pas par où partir. Fait que là, cette année, petite différence de toutes les autres présentations que j'ai eu la chance de donner, je vous ouvre notre recette. Je vais vous expliquer comment, chez Vuban, on aide les entreprises, ou en fait, comment vous pourriez le faire vous-même, prioriser vos projets en intelligence artificielle, soit dans votre entreprise ou du moins dans votre département de maintenance. Je vais vous donner une recette. Après ça, libre à vous de l'appliquer, mais qui, je crois, pourrait être un bon accélérateur pour entamer vos premiers projets en intelligence artificielle. Ça marche? On part avec ça? Good. Avant d'attaquer le contenu, une seule slide là, sur qui on est. J'en dirai pas plus. Vuban, la main levée, est-ce qu'il y en a qui avaient déjà entendu ce nom-là dans le passé à quelque part? OK, c'est bon, quelques personnes. Donc, grosso modo, on est une firme 100% québécoise. Donc, on a été fondé il y a 12 ans dans la ville de Québec. Aujourd'hui, avec des bureaux à Québec et à Montréal. Et on se positionne aujourd'hui là, comme la plus grande firme de services en intelligence artificielle au Canada. Donc, on a un peu plus de 190 personnes. On accompagne des entreprises de la stratégie, par où on commence, comment est-ce qu'on pogne cette bébête-là de l'intelligence artificielle, à la réaliser, la développer, puis la déployer dans nos entreprises, principalement manufacturières. On fait ça depuis un petit bout. On est rendu une bonne gang. On a travaillé beaucoup dans des domaines manufacturiers, mais également dans le milieu maritime, avec QSL, qui est un très gros terminal portuaire, avec CSL, Canada Steamship Line, qui a plusieurs navires sur le Saint-Laurent et ailleurs, puis dans des patates. Un de nos clients, c'est Patates Dolbec, puis il utilise l'AI pour trier des patates. Mais comme beaucoup de patates. Okay? Ça a l'air con, mais fun fact, avant l'AI, malheureusement, beaucoup des patates allaient au rebut parce qu'ils étaient mal triés, soit par les humains, soit par les vieux systèmes. Je vous le fais en bref parce que je le présente tout le temps, je ne vous fais pas la présentation détaillée de Patates Dolbec. On utilise l'AI pour trier plus efficacement quelle patate s'en va chez Costco parce qu'elle est super grosse, laquelle se ramasse chez IGA Métro parce qu'elle est comme belle, laquelle se ramasse dans d'autres types d'épiceries, puis lesquelles deviennent des patates frites. Il y a tout un triage qui se fait. Et ultimement, ils ont réussi à sauver 500 000 livres de patates qui aujourd'hui sont valorisées, qui s'en vont à la table, qui avant allaient soit vers la nourriture animale ou des rebuts, dans le fond. 500 000 livres de patates. Puis ils se sont ramassés avec tellement trop, je pars sideways, là. Ils se sont ramassés avec tellement trop de patates par rapport à le passé que là, le goulot devenait tous les systèmes d'emballage qui ont décidé d'ouvrir un nouveau produit. C'est une vodka qui s'appelle Route 363 qui est vendue à la SAQ.
Ça vient de Saint-Hubald. Avec les patates qu'aujourd'hui les i3, ils ont réussi à se partir une business de vodka. Hein? Fait que, qui peut prédire l'impact de l'AI, même chez une entreprise de patates? Assez parlé de patates. Fait que ça, c'est qui on est. Je vais rester après la présentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Première question, super importante pour tout le monde. À main levée, qui ici a utilisé ChatGPT? À main levée haute, là, OK? OK, quand même. Je fais la question à chaque fois que je suis au colloque. Il y a à peu près un an-ish, peu après 2022, quand ça a été lancé, je pense qu'il y avait comme 2-3 personnes qui avaient levé la main. Heureux de savoir que maintenant, plus de personnes l'ont utilisé. Si vous avez utilisé ChatGPT par le passé, je vais vous montrer aujourd'hui un outil qui est dérivé du même type de technologie, qui est de la génération d'images. Okay? Donc, ChatGPT, si vous l'avez utilisé, vous pouvez poser des questions textuelles, l'outil vous répond une réponse généralement intelligente à votre question, mais dans un langage naturel. Et ces mêmes outils-là aujourd'hui qu'est l'IA générative que je vous présenterai sont également utilisés pour la création d'images et la création de vidéos. Où je veux en venir, c'est à quel point la technologie évolue rapidement. Pour ceux qui suivent ça, il y a des nouveaux lancements des modèles ChatGPT 3.5, 4, 4.0 qui arrivent à chaque quelques mois. Je vais vous montrer une vidéo qu'on avait générée en 2023, où est-ce qu'on avait demandé de créer une vidéo de Will Smith qui mange un spaghetti bolognaise. Vous allez voir, ça ressemble à quoi. C'est probablement à ça que mes cauchemars ressemblent le plus. Ça vaut la peine qu'on... Je peux-tu leur jouer? Juste remarquer à quel point c'est pas précis. Là, okay? Donc ça, c'est en 2023. On est maintenant en 2024. Voici un autre outil, en fait, qui fait partie de la famille de OpenAI, de ChatGPT, un modèle qui s'appelle Sora, où est-ce qu'on demande de créer une courte vidéo marketing de quelqu'un qui mange un hamburger pour une publicité. Regardez la différence. Et ça, c'est à l'intérieur d'un an. Et si on a redemandé pour le fun de remettre Will Smith dans du spaghetti, maintenant on l'a amené à l'autre niveau. Là. Il ne mange pas le spaghetti, il est comme envahi de spaghetti bolognaise. Puis en l'espace de 12 mois, c'est ce vidéo-là qu'on se ramasse. Donc, évidemment, ce n'est pas encore parfait, mais on passe d'une technologie qui était embryonnaire il y a seulement un an de ça, à aujourd'hui une technologie qui permet de créer des vidéos presque réalistes, purement fictives. Et ça, c'est en l'espace de 12 mois. Maintenant, est-ce que les gens vont vraiment créer des vidéos de Will Smith dans du spaghetti comme cas d'affaires? Non. Mais voici un vrai cas d'affaires qui, aujourd'hui, dérive du même outil de Sora. On a demandé, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on fait juste donner un prompt, donc on écrit un petit texte. Donne-moi un trailer de film d'un astronaute avec un bonnet rouge tissé dans un désert de sable avec un ciel bleu. Et voyez la qualité de ce que ça génère. Lorsque OpenAI a lancé l'outil Sora, un producteur hollywoodien du nom de Tyler Perry s'en allait investir 800 millions de dollars dans 12 nouveaux studios créatifs à Hollywood. Fait que studio, le pensée, grosse bâtisse, les éclairages, des actifs, des comédiens, des acteurs qui vont les filmer. Tout ça, c'était un projet de 800 millions de dollars pour créer des films. Puis qu'est-ce qu'il a fait? 2 semaines après que Sora a été lancé, il a annulé son projet de 12 studios pour un coût de 800 millions de dollars parce qu'il s'est posé la question suivante. Si jamais je réussis à donner mon script à un outil d'intelligence artificielle, puis qu'il réussit à créer, je ne sais pas, 40% du film, 50% du film, puis qu'il me reste juste à faire de l'édition, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir des centaines de milliers de pieds carrés de bâtisses, de matériel, alors que je suis capable de juste créer artificiellement des vidéos comme ça? Et ça se passe aujourd'hui à Hollywood. Dans la même veine, on a été invité chez Netflix il y a 1 mois et demi de ça, dans un panel, encore une fois à Hollywood, pour parler de l'impact de l'intelligence artificielle pour la créativité. Puis vous savez ce que Netflix a dans la tête qu'on a su dans la conférence? Ils disent semi à la blague. Okay? Fait que prenez-le semi à la blague également. On est tous d'accord que Netflix sait ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Vous voyez les films que vous écoutez à différents moments de la journée. Le vendredi soir, vous finissez votre semaine, vous voulez une genre de comédie romantique avec un peu d'action dans le milieu.
mais que ça finit bien. Okay? Puis tout ça, on l'a appris sur toutes les données d'utilisation. Aujourd'hui, ce que Netflix a en tête, c'est basé sur ce qu'ils connaissent de vous, d'être capable de créer des séries et des films personnalisés pour ce que vous avez envie d'écouter un vendredi soir après le travail. Plus d'acteurs, là. Okay? Puis je veux juste bien vous le faire comprendre que ce gars-là n'existe pas. C'est créé par un ordinateur. Parce que Netflix a en tête aujourd'hui, c'est de créer du contenu synthétique, de créer des séries sur demande sans investir des centaines de millions de dollars selon vos goûts à tout moment de la journée. C'est là qu'on est rendu en intelligence artificielle. Ça va jusque-là? Good. Je vous montre un dernier exemple d'aujourd'hui, ce qui se fait en AI. C'est un robot californien qui est aujourd'hui alimenté par OpenAI également et dont, faire une pause, et dont BMW a conclu une entente pour en déployer des milliers dans son usine de Caroline du Sud. Là, vous allez voir ça, puis je le sais, je la vois la réaction dans vos yeux, vous vous dites « Yeah, right, merci de m'amener dans le futur dans 30 ans. » Non, BMW en a acheté environ 1000 pour son usine de la Caroline du Sud. Okay? Fait que ça, c'est aujourd'hui. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. C'est capoté, là. C'est capoté, là. Puis ça, c'est pas dans 10 ans. Ça, aujourd'hui, BMW a conclu une entente avec cette entreprise-là pour en déployer environ 1000 dans son usine en Caroline du Sud. Pour vous dire, on est rendu où aujourd'hui en intelligence artificielle. Fait que là, pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi j'essaie de vous réveiller sur où est-ce qu'on est rendu en intelligence artificielle? Et surtout, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Tyler Perry a craché sur 800 millions de dollars ou annulé 800 millions de dollars de studios, que BMW achète des milliers de robots bipèdes conversationnels? C'est aujourd'hui, partout en Amérique du Nord, et tout particulièrement au Québec, je vais vous le prouver en chiffres, la convergence de 3 grands facteurs. Le premier, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, tout ce qu'on se parle dans le colloque de maintenance industrielle, et particulièrement en intelligence artificielle, l'automatisation est une des premières solutions à combler la pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui qu'on vit au Québec. Je vais vous le prouver en chiffres. La deuxième, c'est notre grand retard en productivité, qui est vrai pour la majorité des pays de l'OCDE, mais dont le Canada est bon dernier en productivité parmi tous les pays de l'OCDE. Je vous reviens là-dessus, n'oubliez-le pas. Puis le dernier, c'est les départs à la retraite. C'est non seulement un problème du nombre de main-d'œuvre qu'on va avoir disponible, mais c'est la balance de cette main-d'œuvre-là entre un pourcentage des employés qui sont proches du départ à la retraite et surtout dont la majorité des connaissances sont avec eux depuis 10-15 ans. J'ai la chance de travailler dans le milieu manufacturier depuis, comme disait en introduction, 10 ans. Il y a des gens qui peuvent opérer une machine à l'oreille. Okay? Mais de dire à la nouvelle génération d'effectuer la même chose, d'acquérir cette compréhension-là, c'est compliqué. Ce n'est pas la même efficacité. Donc, le départ à la retraite vient avec un départ de connaissances que l'entreprise doit formaliser d'ici les prochaines années pour la garder. Ultimement, lorsque je présente la vidéo de Sora, lorsque je présente la vidéo du robot, il y a 3 types de personnes. Puis d'ici la fin de la conférence, j'aimerais ça que vous preniez comme devoir de savoir vous êtes dans quelle catégorie présentement et vous voulez être dans quelle catégorie. Il y a 3 types de personnes lorsqu'on voit un robot qui donne une pomme puis qui explique pourquoi il a donné la pomme. La première type de personne, c'est les gens qui vont se fermer les yeux sur la technologie
puis ça va rentrer dans une oreille, puis ça va sortir de l'autre. Ben, aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose, puis moi, j'embarque pas dans ces affaires-là technologiques puis automatisation. Donc, c'est le déni. Les gens qui sont en déni de l'avancement technologique, qui ferment les yeux. Pas mes types de personnes. Puis si vous êtes ici aujourd'hui, c'est qu'il n'y a probablement personne dans cette catégorie-là. Vous êtes là pour vous inspirer, pour apprendre ce qui est possible. Mais ça, c'est la première catégorie de personnes. Et il y en a beaucoup. La deuxième catégorie de personnes, c'est les gens que j'appelle popcorn. C'est les gens qui regardent ça, qui ont des nouvelles d'OpenAI, qui voient des robots, puis qui ont le popcorn, puis qui disent « c'est donc bien capoté », mais qui font juste regarder. Ils disent « ah, c'est le fun de regarder ça, la technologie, ça avance donc bien vite », mais qui restent sur le banc. Puis il y a une troisième catégorie de personnes, qui est les gens qui disent ils prennent le plat de popcorn, là, ils mettent de côté, puis c'est la catégorie que j'appelle « attends une minute, là. Si le robot est capable de prendre une pomme et de me la donner, il est probablement capable d'automatiser des tâches répétitives que j'ai dans ma shop. Si je suis capable de créer une vidéo de Will Smith qui a envahi Spaghetti Bolognaise, peut-être que mon département marketing va devoir changer la façon qu'il nous crée du contenu pour les prochaines années. Puis je reviens sur les exemples maintenance. Mais c'est des gens qui disent « hey, attends une minute, là. Il y a probablement quelque chose à faire avec tout ce que je vois sur les médias sociaux, sur les vidéos comme ça. » Il y a seulement 3 catégories de personnes. Le déni, le popcorn, puis ceux qui agissent, puis qui disent « attends une minute. Je n'ai pas la solution, mais je suis curieux de la regarder. » Okay? Pensez que vous êtes dans laquelle, puis vous voulez aller dans laquelle. Pénurie de main-d'œuvre. Je vais vous donner un exemple d'un des secteurs aujourd'hui où on a la chance de travailler avec une entreprise qui fait de la maintenance dans le milieu aéronautique. Puis lorsqu'ils nous ont approchés il y a à peu près 6 mois, je me souviens, noir sur blanc, que c'est cette présentation-là qu'ils nous avaient donnée à la première rencontre de préparation du projet. Ici, vous voyez un graphique du nombre prévu de techniciens en maintenance aéronautique d'ici 2033. Donc aujourd'hui, en bleu foncé, c'est la main-d'œuvre actuelle disponible et les barres bleues, c'est la main-d'œuvre qui va être non disponible, donc à combler, mais dont il n'y aura personne pour combler ces postes-là au rythme où on les forme. Okay? Donc aujourd'hui, en 2023, on est pas mal au plein emploi là, en maintenance d'aéronautique. On a à peu près 250 000 emplois et à peu près 1 000 à combler, non comblés. Donc, à ce moment, ça va bien. Le problème, c'est la croissance. Le problème, c'est qu'en 2033, il va y avoir 290 000 personnes formées techniciens en aéronautique, mais 70 000 personnes qui vont manquer juste pour répondre aux besoins de vous et moi qui prenons de plus en plus l'avion, du trafic aérien qui augmente, des requis de sécurité aéronautique à juste titre qui forcent plus de maintenance préventive. Tout ça met une pression sur les entreprises qui vont devoir embaucher cette main-d'œuvre-là. Encore une fois, si c'est en bleu pâle, c'est qu'il n'y en aura pas. Fait que c'est quoi le choix qu'a eu l'entreprise? Bien évidemment, c'est de s'automatiser. La même étude, dans le fond, qui a été menée par McKinsey, a démontré l'impact de l'IA générative dans le day-to-day des techniciens en maintenance aéronautique. Pas besoin de regarder toutes les barres et toutes les sections. Okay? Ce que vous devez vous concentrer, c'est le bleu pâle à droite, le 24 %, qui est, selon l'étude, estimé comme étant le nombre d'heures disponibles en une journée qui va se rendre disponible lorsqu'un technicien en aéronautique va utiliser l'IA générative. Pas Will Smith dans le Spaghetti Bolognaise, mais des exemples concrets d'IA générative. 25 % de son temps. Imaginez-vous si 25 % de votre temps venait disponible. Soit vous ne travaillez plus le vendredi, ou soit vous en faites plus avec ce même vendredi-là. C'est un peu ça, là. Plus de travail fait en moins de temps. Là, vous allez me dire, OK, cool, mais je ne travaille pas en aéronautique. Moi, mon industrie, c'est différent. Parfait. Regardons les chiffres. Au Québec, cette statistique-là date à peu près d'1 an parce que la situation future aussi, c'était l'estimation d'il y a 1 an. Il y a 254 000 postes vacants au Québec aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, la situation actuelle de comment on a mal, c'est 254 000 postes. Croyez-vous que ça s'en va en s'améliorant ou en s'empirant? S'empirant, hein? Ça va être pire. Combien pire? Un peu pire, beaucoup pire. 1,4 million, c'est le nombre de postes vacants qu'il va y avoir en 2030. Ça, c'est dans 6 ans.
Cette statistique-là provient du ministère de l'Emploi du Québec. Je n'ai pas sorti ça de mon chapeau. Là. Okay? La pénurie de main-d'œuvre au Québec va être 6 fois pire dans 6 ans qu'elle l'est aujourd'hui, avec tous les départs à la retraite qu'on est en train de vivre. Fait que pour une entreprise en aéronautique comme ailleurs, la question, ce n'est pas comment est-ce que je vais embaucher plus de monde pour ma croissance. Il n'y aura pas ce monde-là. Fait que la question, c'est comment est-ce que je peux en faire plus avec le staff que j'ai déjà. Comment je peux débloquer le 24 % pour chacun de mes techniciens de maintenance? C'est la question que vous devez vous poser en date d'aujourd'hui en termes de pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre était le premier vecteur. Le deuxième vecteur, c'est le manque de productivité. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu cette étude-là par le passé. Sinon, souvenez-vous-en. L'OCDE a fait en 2020, l'OCDE, c'est l'organisation de commerce, dans le fond, qui regroupe plusieurs pays occidentaux. Et grosso modo, en 2021, ils ont fait l'étude par pays de qui allait avoir la plus grande croissance de productivité annuelle. Et là, cherchez pas le Canada côté Turquie, là, à droite. Cherchez le Canada à gauche, mais à gauche, le dernier. On va être le pays d'ici 2030 avec la plus faible croissance de productivité de tous les pays de l'OCDE. Puis le problème, c'est qu'une faible productivité, ce n'est pas quelque chose qui, un, se règle du jour au lendemain, mais surtout, deux, c'est quelque chose qui s'étire sur plusieurs années en termes de conséquences économiques. Ça, c'est les prochaines générations de travailleurs, c'est mes enfants, c'est nos enfants. Et là, 2021, vous allez dire, « Ouais, OK, parfait. Est-ce que ça s'est amélioré d'ici là? » Peut-être que certains d'entre vous l'ont pris dans la presse. La Banque du Canada a fait une annonce à ce niveau-là où est-ce que son point était que si on n'augmentait pas notre productivité au Canada, ça serait très dur de faire descendre les taux d'intérêt qu'on vit actuellement. Pensez à ça. Là. Parce que pour générer plus de valeur économique, pour se permettre un niveau de vie supérieur et descendre les taux d'intérêt, il faut être en mesure de créer plus avec les personnes qu'on a déjà. Parce qu'on n'aura pas plus de monde de disponible. Fait que ça, c'est le retard de productivité qu'aujourd'hui, on est en train de vivre, qu'on doit absolument combler. Ça va jusque-là? Fait que ça, c'était le shaker après le dîner. Mon objectif numéro 2, c'est que tout le monde comprend l'urgence de la situation. Maintenant, je vais vous parler d'exemples. Je vais vous parler de solutions à ce beau problème-là collectif qu'on a au niveau de la pénurie de main-d'œuvre et de la productivité. Je vais vous donner ensuite 2 exemples concrets d'entreprises qu'on a accompagnées, mais je voulais surtout vous faire une première liste pour vous inspirer d'aujourd'hui comment l'intelligence artificielle est utilisée en maintenance. Le premier, bien, vous l'avez probablement entendu depuis les 2 derniers jours, la maintenance prédictive. Si aujourd'hui, dans vos entreprises, vous collectez des données sur vos chaînes d'assemblage, sur vos actifs, ce qui est probablement le cas, vous dormez probablement sur une montagne d'informations qui pourrait être utilisée par un modèle, pour prédire quand, comment et pour quelle cause votre procédé va défaillir, va avoir un problème. Et aujourd'hui, ces modèles-là, on fait juste leur donner l'ensemble des données des dernières années et leur indiquer c'est quand on a eu des anomalies ou c'est quand on a dû faire des réparations pour que le modèle réussisse à corréler que lorsqu'il y a tel pattern au niveau de vibration, température, plusieurs autres types de capteurs croisés ensemble, mais il y a généralement tel problème qui intervient 2 semaines plus tard sur tel procédé. Donc maintenant, cette prédictive, c'est probablement quelque chose que vous êtes tous très familiers. Donc, je n'étendrai pas beaucoup au-delà de ça. Mais le deuxième, c'est au niveau de la documentation, que cela, c'est probablement un des quick wins qui est le plus à votre portée. Pour tous ceux qui ont utilisé ChatGPT, okay, pensez au use case suivant. Aujourd'hui, vous pouvez donner à ChatGPT une montagne de documents et vous pouvez chatter avec ces documents-là pour aller chercher de l'information. Donc, lorsque je parlais avec une entreprise minière qui a un immense parc d'équipements à entretenir, chaque équipement provenant de différents équipementiers, chaque équipementier ayant des différents manuels utilisateurs, en plus de leur GMAO qui structure tout leur backlog maintenance et plusieurs informations. Peut-être avec des techniciens maintenance qui doivent réparer un actif et qui s'en vont dans les manuels. Y en a-tu qui sont encore des manuels papier, les troubleshooting guides, toutes ces choses-là? Quelques-uns? Bon. Mais dans la mesure où vous avez un manuel digital, ouvrez pas le PDF puis naviguez dans 150 pages pour trouver la bonne section et la bonne information. Vous prenez ce PDF-là,
vous le donnez à ChatGPT, puis ensuite, vous avez juste à poser les questions que vous voulez à ce document-là pour en extraire l'information que vous voulez. Et aujourd'hui, c'est probablement dans le top 3-4 des projets qu'on va intégrer le plus chez VUBAN. C'est des projets qu'on va appeler de chatbot interne, où est-ce qu'on va développer ces outils-là à l'intérieur des entreprises. On va les asseoir par-dessus toute la base documentaire, la base de connaissances de l'entreprise, puis on va donner une interface utilisateur, un chat, aux employés pour qu'ils soient en mesure d'extraire des informations on the fly. Fait que tout ce qui est la recherche documentaire, arrêtez de naviguer dans 200 pages de PDF, vous y arriverez pas. Un autre, c'est au niveau de la catégorisation des défauts ou des anomalies ou des arrêts machines. Donc, je travaillais avec une entreprise dans le milieu alimentaire. Puis leur problème, c'est qu'eux, à chaque fois qu'il y avait un arrêt machine de plus de, je ne me souviens plus combien de minutes, les opérateurs étaient obligés de rentrer la cause, la raison pourquoi il y a eu l'arrêt machine. Mais le problème, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais les opérateurs vont l'entrer dans une fenêtre de texte libre. Chez eux, il n'y avait pas de sélection ou de choix. Okay? Fait que là, il y avait le directeur maintenance qui est venu vers moi et qui dit « Hey, il faut que je décide où j'investis en fiabilité, en amélioration de ma ligne, mais je n'ai pas le goût de repasser à travers mes 5000 lignes d'arrêt machine, de lire chacune des lignes, puis de dire « Ah, c'est quoi qui revient le plus souvent? » Je dis « Bon, ben, je m'en occupe. Envoie-moi un fichier Excel. » Puis c'est une true story. Là. Puis c'était après le colloque maintenance, d'ailleurs. Je dis « Parfait, envoie-moi ton fichier Excel avec toutes tes lignes, avec tous tes textes libres, plein de fautes d'orthographe là-dedans, des causes d'arrêt. » J'ai pris ça, on a donné ça à ChatGPT, puis j'ai dit « Crée-moi des catégories des causes maintenance qui sont les plus fréquentes, regroupe-moi-les ensemble, dis-moi il y a combien dans chaque catégorie et prends en considération que c'est une entreprise dans le domaine de la transformation animale. Et grosso modo, le modèle est arrivé avec 12 catégories super précises, certaines évidentes comme problèmes électriques, d'autres comme des problèmes de levage, dans le fond, au niveau des animaux, qui étaient super industry spécifiques, qui étaient super spécifiques à l'industrie. Et on a auto-catégorisé les 5000 lignes de problèmes ou d'arrêt machine dans des catégories, sur quelle ligne ça s'est appliqué, à quel procédé. Puis il n'y a plus en dedans de, littéralement, ça nous a pris 20 minutes, là, être capable de se faire une tête sur où est-ce qu'il va investir son argent dans les prochaines années. 20 minutes, là. C'est tout ce que ça prend pour l'essayer. Là. Ça va jusque-là? Good. Fait que ChatGPT, il y a beaucoup de choses à essayer. C'est un outil qui est partiellement gratuit, partiellement payable, j'y reviens, mais il y a beaucoup de use cases. Dès que vous touchez de la documentation, des fichiers Excel, c'est quelque chose que vous devez penser. Un autre qui est super intéressant, qu'on a également travaillé dans le domaine minier, c'est l'optimisation de la cédule de maintenance. Donc, on a eu la chance de travailler avec une très grande entreprise qui avait un département de maintenance mécanique, électrique, HVAC, je me souviens bien, et 2 autres dont le nom m'échappe, mais grosso modo, on avait plusieurs départements qui, entre eux, devaient se coordonner sur quand est-ce que je vais faire ma maintenance mécanique, puis quand est-ce que je vais faire ma maintenance électrique sur mon actif. Puis le problème, c'est que, peut-être que certains d'entre vous le vivez si vous avez des planificateurs, planificatrices, mais grosso modo, c'est toute une job de coordination, là. Okay, parce qu'à la dernière minute, mécanique a poursu ses pièces. Fait que là, il faut qu'il repousse à la semaine prochaine. Mais là, électrique, finalement, eux autres, il fallait qu'ils le réparent le plus vite possible. Il y a la production qui veut faire le moins d'arrêts possible pour produire le maximum. Tous ces facteurs-là ensemble rendent la communication hyper complexe. Pourtant, on avait de façon numérique toutes les pièces en inventaire, puis ceux qui étaient encore en transit. On avait la cédule, dans le fond, souhaitée de mécanique, électrique, HVAC et compagnie, ou le backlog, dans le fond, d'opérations à faire. Et la seule chose qu'on est venu ajouter à leur processus grâce à l'intelligence artificielle, c'est d'avoir un modèle qui optimise les positions de maintenance, la cédule de maintenance pour les 4 prochaines semaines, basée sur des fonctions mathématiques super simples de réduire les temps d'arrêt puis augmenter la profitabilité. Puis aujourd'hui, ils utilisent cet outil-là comme aide à la décision pour éviter de prendre le téléphone et de faire des courriels dans tous les départements, puis mieux s'aligner ou se synchroniser sur les opérations de maintenance. Aussi simple que ça. Good. Avant de donner ces 2 exemples-là, je voulais parler un petit peu de ChatGPT puis vous dire un des problèmes qu'on voit le plus dans les entreprises au niveau de l'adoption de cet outil-là.
Fait que pour ceux qui l'ont essayé et que je les ai convaincus de dire « Hey, c'est vrai, au lieu de chercher dans mes PDF, je vais mettre ça sur l'outil », le plus gros problème qu'on voit au niveau de ChatGPT, c'est au niveau de la sécurité de l'information de la donnée. Vous l'avez peut-être su par la bande, mais lorsque vous envoyez des informations à ChatGPT dans la version de base, quand je dis ChatGPT, il existe la même chose chez Google en passant et chez d'autres personnes. Mais quand vous envoyez ces informations-là, des outils GenAI, dans leur version gratuite, ces données-là deviennent accessibles par le modèle pour réentraîner et peuvent devenir publiques. Puis dès le lancement de ChatGPT, Samsung, ça a été un des cas les plus fameux. Là. Tout le département d'ingénierie en va envoyer des informations confidentielles sur les produits de Samsung. ChatGPT a utilisé ces informations-là parmi des milliers d'autres pour réentraîner le modèle. Et des gens ont été capables de poser des questions au modèle puis d'obtenir des réponses qui sont en fait des informations confidentielles sur l'engineering de Samsung, pour faire simple. C'est très problématique si vous mettez des infos confidentielles dans ChatGPT qui pourraient devenir de domaine public si je dis « Hey, telle compagnie, c'est quoi qu'ils sont en train de faire au niveau de leur maintenance? » Puis que j'ai toutes les informations que ChatGPT me retourne. Personne ne veut ça, right? Bien, sachez qu'aujourd'hui, il y a une récente étude que 6% des employés des entreprises, à tous les jours, mettent de l'information confidentielle sur ChatGPT, sans le savoir ou en le sachant. Puis le problème par rapport à ça, c'est que les entreprises ne se dotent pas d'une stratégie par rapport à l'AI. Il est mieux se fermer les yeux puis être dans la première catégorie. J'en parlais avec mes collègues tout à l'heure. Nous, là, en tant qu'individus, en tant qu'employés, on veut juste améliorer notre productivité. Et ce qui arrive, c'est que malheureusement, beaucoup d'entreprises vont dire, bon, ChatGPT, soit on n'en parle pas, ou pire, on bannit le domaine, puis on dit, personne n'utilise ChatGPT dans le business parce que ce n'est pas sécuritaire. Mais voyez ce qui va arriver. Personne de stupide dans place. Là. Si on le sait qu'on peut sauver 3 heures, vous allez prendre votre Gmail personnel, vous allez prendre votre document, vous allez le mettre dans ChatGPT sur votre Gmail personnel. Vous n'avez rien gagné. Là. Ce document-là devient du domaine public sous ChatGPT. Puis les gens vont le faire quand même parce qu'ils voient un gain de productivité. Donc, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de rien faire. Parce qu'en faisant rien, vous ou vos employés vont l'utiliser un jour ou l'autre on the side. Donc, il faut se doter d'une stratégie. Ça peut être aussi simple que, je reviens à ChatGPT, il y a des modèles, il y a des versions de ChatGPT qui sont Enterprise, qu'on appelle, où l'information est encryptée, protégée, ce n'est pas utilisé pour réentraîner le modèle. Il y a des versions sécuritaires de l'outil. Même chose chez Google, même chose chez Microsoft, même chose pour le modèle de Facebook. Il y a des façons de l'utiliser. Au lieu de dire on ferme les yeux, on n'utilise pas ça ou on le bannit, autant dire non, utilisons-le, mais quand on l'utilise dans tel cadre, dans tel outil. Comme ça, tout est sécurisé, ça reste mes données, puis je suis protégé. Donc, il y a énormément de gains à aller chercher, mais dotez-vous d'une stratégie pour être sûr que les gens l'utilisent de façon sécuritaire. Parce que sinon, les gens vont prendre leur Gmail personnel. Sûr. Good. 2 petits exemples plus en visuel d'entreprises qui ont utilisé l'intelligence artificielle au Québec. La première, c'est Robco. Pour ceux qui étaient là dans le précédent colloque Maintenance industrielle, Robco est venu faire une présentation de son projet. Robco, ils font des gaskettes dans des joints d'étanchéité, dans le fond, dans différents équipements rotatifs. Et le problème, c'est que ce gasket-là, ce joint d'étanchéité-là, une des opérations de maintenance qui doit être faite, c'est de le resserrer ou, inversement, s'il a été surserré, de le desserrer pour trouver la balance parfaite entre pas trop de friction, pas trop de frottement, mais pas d'écoulement d'eau non plus. Également, ce gasket-là a une durée de vie, là, donc il doit être changé à une certaine fréquence. Le problème, c'est que les clients de Robco, soit avaient des cédules de maintenance fixes, souvent très fréquentes, donc ils venaient à réacheter des gaskets et à les changer beaucoup trop souvent. Ça, vous me direz, ce n'est pas tant un problème pour Robco, mais ce qui était un immense problème, c'est que souvent les entreprises allaient dans l'autre côté. Ils ne changeaient pas assez souvent ou ils ne faisaient pas des opérations de maintenance assez fréquentes. Et là, il y avait des fuites d'eau qui, ultimement, pouvaient représenter des centaines de milliers de litres par jour par usine. Si je me souviens bien, 700 000 litres d'eau par jour par usine. C'était immense. Et aujourd'hui, ce qu'on fait avec Robco, c'est qu'on leur a développé un outil d'AI qui utilise 8 capteurs externes à l'équipement rotatif. Température, vibration, pression d'eau d'entrée, pression d'eau de sortie et 4 autres. Et grosso modo, on vient prédire quel est l'état de serrage du joint d'étanchéité
pour recommander une utilisation ou une maintenance à la personne avec une notification sur son cellulaire. On dit « Hey, ton casquette va être à changer dans tel temps » ou « Hey, va le serrer de expression là, pour être en mesure de réduire ton écoulement d'eau. » Puis aujourd'hui, ça marche. Leurs clients sauvent littéralement 30 % de perte d'eau, de refroidissement causé par des fuites. Fait, un cas québécois d'utilisation de l'AI en maintenance prédictive. Le dernier que je vais vous présenter, c'est au niveau de la vision industrielle. Un peu moins maintenance, mais les mêmes modèles qui créent des Will Smith spaghetti, aujourd'hui, on peut leur donner des images d'un procédé de fabrication, comme ce que vous voyez à droite sur le petit moteur, puis dire, est-ce que le câble est plugué ou il n'est pas plugué? Et le modèle va te retourner, non, le câble n'est pas plugué, c'est clairement visible qu'il est déconnecté. Vous pourrez donner une image et dire, y a-t-il une scratch, y en a-t-il pas? Est-ce que c'est bien la couleur noire si je suis censé faire fabriquer un vélo noir en ce moment? Fait qu'on peut interroger des images qu'on prend de nos produits ou de nos procédés, puis en extraire plein d'informations de façon automatique. Fait qu'imaginez utiliser toutes vos caméras de vidéosurveillance, puis d'avoir des modèles qui posent des questions en continu. Est-ce que la personne porte son casque? Est-ce que la personne porte ses bottes? Est-ce que j'ai une caisse couchée sur mon convoyeur qui pourrait jammer un peu plus loin dans mon système de palettisation ou sur mon convoyeur? Donc, bref, il y a beaucoup d'outils que vous pouvez faire juste sur la base d'utiliser des images et de leur poser des questions. Ça va pour ça? Good. Je termine avec, je vous ai présenté ce qui est possible à faire aujourd'hui en AI, l'importance, pénurie de main-d'œuvre, manque de productivité, de nous mettre en action. Je vous ai présenté des exemples très concrets de ce qu'on voit en AI, en intelligence artificielle. Et je vais terminer avec, OK, mais demain, comment vous pourriez choisir votre projet? Comme je vous dis, c'est là que j'ouvre notre recette. Je vais vous présenter comment nous, on accompagne les entreprises à prioriser leur projet d'intelligence artificielle. C'est une recette que vous pourriez reprendre à même vos départements. Nous, on appelle ça chez nous le sprint d'innovation, mais le concept part de quelque chose de super simple. Où est-ce que vous faites beaucoup d'argent, puis où est-ce que vous perdez beaucoup d'argent? Pourquoi je vous pose cette question-là? C'est que des solutions en IA comme en automatisation, évidemment, c'est jamais gratuit. Et tout particulièrement dans une transformation comme l'intelligence artificielle qui bouscule les façons de faire, il faut commencer avec un petit projet profitable qu'on est capable de livrer vite puis démontrer à la direction que ça a été un premier succès. J'aime dire qu'on part avec une toute petite boule de neige, puis à l'image du bonhomme de neige, on la roule, puis un peu, petit à petit, on gagne du momentum, non seulement dans votre équipe, mais auprès de la direction. C'est comme ça que des transformations se font. Puis beaucoup d'entreprises que je rencontre disent « Hey, moi, je me fiche si la direction s'en va en AI ou pas, mais moi, je veux gagner en productivité. » Fait que mettons-nous des petits outils entre nous qui fonctionnent, qui ont des gains, des ROI, puis faisons boule de neige avec ça. La première chose que vous devez demander, c'est qu'est-ce que je veux répondre comme problème? Parce que si vous ne partez pas d'un problème qui vous coûte cher ou que vous pourriez aller chercher beaucoup d'argent, vous allez mettre votre argent presque dans les poubelles. Ce n'est pas ça qui va avoir le plus de momentum. Et vous pouvez faire tellement de trucs en AI que partez du problème puis il y aura une solution à ce problème-là. Donc, un coup que vous êtes pensé à dire, OK, on se met en mode problème, on se met en mode où est-ce qu'on perd de l'argent, où est-ce qu'on gagne de l'argent. Bien là, après ça, il faut catégoriser tous ces problèmes-là qui sont chez nous pour les prioriser. Et nous, la façon qu'on y arrive, on prend l'analogie du bateau qui est en 4 cadrans, où est-ce qu'on dit le port que vous voyez à droite, qui est le plus important, où est-ce qu'on veut aller. La pire chose que vous pourriez faire, c'est d'arriver au meeting et de dire « Hey, moi j'ai vu sur LinkedIn tel truc, on fait ça. » Non. Arrêtez de penser en mode solution, vous vous asseyez et dire « Je me fiche complètement de ce qui est possible, mais je veux être sûr que je mets tout noir sur blanc sur ce qu'on veut changer, ce qu'on doit changer, où on doit aller. » Ça, c'est le port. Et ensuite, autour du port qui va prendre le 3/4 de la discussion, bien, vous allez discuter des vents, qu'est-ce qui nous amène vers ces objectifs-là de façon positive, les ancres, qu'est-ce qui nous ralentit, puisqu'on devrait s'enlever pour s'accélérer, et les icebergs, quelles menaces qu'on doit avoir sur notre radar qui pourraient venir nuire à nos plans. Le plus important, encore une fois, ici, c'est de partir des objectifs d'affaires, des problèmes, et de trouver des solutions autour, et pas l'inverse. Ça ressemble un petit peu à ça, lorsqu'on met des post-it
un petit peu partout. On le regroupe et on se dit, OK, expérience client, c'est là qu'on veut aller, excellence opérationnelle, augmenter la visibilité sur nos actifs, etc., etc. Un coup que vous avez vos destinations, vos ports, le reste devient somme toute assez simple. Vous savez c'est quoi les problèmes. Ensuite, on identifie des solutions à ces problèmes-là. On évalue la complexité des solutions et on finit avec une matrice X, Y, Y étant l'impact. Vous avez dit chaque projet, c'est quoi l'impact, versus en X, c'est quoi la complexité. Puis vous allez avoir des projets à fort impact, faible difficulté. C'est ça que vous voulez faire en premier. Ça va pour ça? Good. Partez des problèmes. Pensez en termes d'argent, pensez en termes de ROI dès le début, parce que sinon, c'est trop facile de partir dans le trip technologique. Puis en terminant, des facteurs de succès. On a la chance d'avoir fait plusieurs projets, d'avoir vu des projets qui ont super bien été, puis les facteurs qui ont fait de ces projets-là des succès. Le premier, c'est probablement un des plus importants, c'est d'identifier les parties prenantes, de les impliquer et de sélectionner un porteur de ballon. Le porteur de ballon va déterminer le succès ou l'échec de son projet. C'est certain. Puis le porteur de ballon, ce n'est pas obligé d'être quelqu'un de techno. Beaucoup d'entreprises font l'erreur de dire « Ah, mon porteur de ballon, il faut que ce soit quelqu'un en TI. » Ça peut. Mais ce n'est pas ça le point. Le porteur de ballon n'a pas besoin d'être l'expert technique de la solution, mais il a besoin d'y croire. Puis il a besoin d'être en mesure de fédérer les différentes parties prenantes ensemble pour y croire, pour que les investissements soient là. Donc, la première chose, identifier qui est-ce que cette solution-là touche et qui voudrait prendre le ownership de cette solution-là ou de cette initiative-là. Le deuxième, c'est d'impliquer les experts métiers dès le départ, ce qu'on appelle les subject matter experts. Si vous ne les impliquez pas, vous allez partir dans un mur puis vous allez faire une solution que personne ne va vouloir utiliser. Impliquer les experts pour savoir comment ils l'utiliseraient, ce serait quoi les documents qu'ils auraient besoin, etc., etc. Commencez par une preuve de concept. Encore une fois, dans mon exemple de transformation animale, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris 20 minutes, 5000 lignes sur un Excel, puis on a montré que ça marche. Après ça, est-ce qu'on est en mode production? Non, c'était vraiment ad hoc. Après ça, il faut que ça soit connecté en continu pour qu'on auto-catégorise au fur et à mesure que les opérateurs entrent les arrêts, les causes d'arrêt machine. Mais la première chose, c'est on a pris 20 minutes, puis on s'est assuré que ça marche, puis on a pu le démontrer dans une présentation pour convaincre tout le monde. Établir une stratégie de gestion du changement, établir une stratégie de gestion d'intelligence de GenAI, comme on s'est dit pour ChatGPT, et prévoir la maintenance et la mise à jour des modèles, c'est quelque chose qui continue. Au fur et à mesure que vous allez connecter de nouvelles données, le modèle va apprendre. Donc, ce n'est pas comme installer un nouvel outil, disons, sur le plancher. C'est beaucoup, beaucoup plus continu parce que le modèle apprend toujours. Votre contexte change, il y a des réentraînements de modèles. Donc, c'est un projet qui s'étire sur plus longtemps. Règle du 10 000 heures, je termine avec ça. On ne devient pas Tiger Woods du jour au lendemain. Il faut se pratiquer, commencer petit, preuve de concept. Et après 10 000 heures, c'est la règle générale, vous devriez devenir un expert au niveau technologique, au niveau automatisation. Et il y a beaucoup d'argent pour financer vos projets. Tout ce qui se fait en AI au Québec et au Canada, c'est généralement subventionné à hauteur de 50 % par différents programmes que je pourrais vous lister. Mais bref, il y a énormément de cash à la table pour faire de l'intelligence artificielle. Sauter à pieds joints, c'est la première chose que je pourrais vous recommander. Pas mal ça.